Salut à tous et bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL. On est en direct ce mercredi 21 septembre et je suis On a encore avec de la musique. La famille Aptine. Bonjour. Comment ça va Aptine? Écoute, ça va. J'ai recruté quelqu'un pour pallier au manque de Soufiane. Donc on aura peut-être un peu plus autant de mots peut-être que ce que Soufiane nous donnait, mais autant de mots et certainement c'est Soufiane, oui, voilà. et certainement des meilleurs conseils que Soufiane. Exactement. Donc Matt Ryan n'est pas le kicker des Cowboys. Voilà. Au programme aujourd'hui, on va parler de Week 2. On va faire un peu match par match, regarder ce qui s'est passé, qui a bien joué, qui a mal joué, qui a été impliqué, pas impliqué, et qui sont les joueurs qu'on aime bien, qu'on pense cibler dans les semaines à venir, et au contraire, qui est-ce qu'on commence à avoir des doutes, est-ce qu'on commence à modifier un peu les impressions qu'on avait en début de saison, et puis en général, voilà ce qu'on va faire dans les semaines à venir. On va commencer par regarder le top et flop de la semaine. Aptine, est-ce que tu avais des joueurs dans cette liste? Alors j'en avais beaucoup en flop, je crois, si je te dis pas de bêtises. Encore une fois de plus, et c'est pas des mauvais pics, hein, parce que si je me trompe pas, Jonathan Taylor et Justin Jefferson, c'était des pics assez safe. Et catastrophe. Totalement. Et les Colts en général ont fait un affreux match. Et on va en parler tout à l'heure. Et côté top, le côté des tops, moi j'avais personne. J'avais personne et j'avais encore moins le duo de receveurs des Dolphins qui finalement, hein, ça semble être pas mal d'avoir les deux receveurs les plus rapides de la ligue. Ça semble avoir bien marché quand tu es mené de 20 points. Ouais, on en parlera, mais j'ai pas mal de choses à dire sur Miami. Ouais. Ça marche. Côté ligue des légendes, ça s'est mieux passé. On a gagné de 2 matchs, mais de peu. De très peu. On s'en est sorti, moi de 1 point et toi de 1,20 points. Bon, ça suffit. Ça suffit pour sécuriser la victoire. Quasiment toute la ligue est 1 et 1. Ce qui prouve à quel point c'est équitable. Et il y a quand même un truc, le Couch Corner Club, Rémi s'en sort très bien avec ses 113 points, il a gagné un match. Il a une seule personne qui l'aurait battu cette semaine et c'était Mehdi, donc il peut remercier les gens qui ont fait le calendrier cette semaine et au moins il gagne sa première victoire. À l'inverse, GG du front office, hein, malheureux perdant cette semaine, il aurait battu 8 équipes, mais pas moi. Donc voilà, hein, ça se resserre en tête. On a Pascal qui a gagné ses 2 premiers matchs, mais qui a perdu Trey Lance. Il a dépensé $60 sur Jimmy Garoppolo. Est-ce que tu aurais fait autant si tu avais perdu Trey Lance? Non, parce que je l'avais dans 2 autres ligues et j'ai mis $9 sur les 2. Et est-ce que tu l'as obtenu avec $9? Sur une des 2, je crois. Il y en a un qui a mis 10. Ok. Donc ouais, loin des 60. En tout cas, il a obtenu le Garoppolo pour remplacer Lance. Je suis pas persuadé qu'il y gagne au change, mais c'est sûr que quand tous les QB sont déjà pris, il y a pas grand monde. Ouais. Cool. Alors on va passer au match de la semaine et on commence. Il y a eu Thursday Night, un gros match entre Kansas City et les Chargers, une belle affiche. Remporté par Kansas City grâce à une interception, notamment une interception de 99 yards d'un mec qui porte les mêmes initiales que le rookie receveur des Chiefs. Du coup, je m'étais un peu embrouillé. Je me suis dit, mais le mec, il a eu un touchdown en tant que receveur et un touchdown en tant que défenseur. C'est quoi cette affaire? Mais en fait, c'est pas le même genre. Donc ouais, qu'est-ce que tu as retenu de ce match ça commence à dater là? J'ai l'impression que c'était pratiquement. Ouais, bah alors déjà, je trouve que ça change parce que d'habitude Thursday Night c'est du Jets contre du Titan, tu vois, c'est pas un truc où tu dis je vais pas regarder, je suis même pas sûr de regarder, tu sais, le résumé le lendemain matin, mais c'était un super match. De toute façon, on s'attendait à ce que ça soit un super match. Ça n'a pas été aussi offensif que je l'avais imaginé.
On bonne défense attendait des un peu. Chargers, notamon sur Bonne Travis défense des Kelce. Chargers. Ouais. Et super match, on l'attendait un peu. Enfin, moi, je l'attendais un peu de Mac Williams, qui a été énorme, mais il a été énorme rapidement. Et après, peut-être pendant un quart temps et demi, on lui a pu donner de ballon. Et c'est pour ça qu'ils ont perdu. C'est tout. Ouais, c'est ça mon analyse. Ouais, le problème c'est qu'ils ont eu du mal à remplacer l'absence de Keenan Allen. Josh Palmer, hein, malheureusement, je l'aime beaucoup, je l'ai dans pas mal de dynasties, mais il a eu du mal à se montrer. Il a eu un touchdown à la fin sur le garbage time, mais pas vraiment une performance à retenir. Le tight end, Gerald Everett, bien impliqué, mais malheureusement aussi impliqué sur l'interception parce qu'il était fatigué. Et il n'a pas fait l'effort qu'il fallait. Il a été targeté à nouveau. Il avait demandé à sortir du terrain, etc. Ouais. Mais il est impliqué sur l'interception. Et globalement, difficile de remplacer. Et Claire, est-ce que tu commences à être un petit peu inquiet par les performances d'Eclair là, 14 carries, 9 réceptions. On a été habitué à un volume, même si c'est loin d'être horrible. L'année dernière, c'était un volume plus élevé que ça. Est-ce que c'est la nouvelle norme pour toi? Sincèrement, je sais pas. J'ai vu les stats. J'ai vu qu'il y avait beaucoup moins de running, de running yard, et que quand il y avait peut-être une vraie course ou un goal line, c'était pas celui qui était privilégié. C'était Sonny Michel sur la goal line. Exactement. Et j'ai l'impression que maintenant que, vu qu'ils ont un super jeu à la passe et que c'est vraiment un peu des big plays qu'on veut faire, que même, tu sais, un peu la soupape de sécurité qu'il était, est devenue un peu moins importante. Et ça vient un peu avec la confirmation du joueur qu'est Herbert. Ouais. Donc, je ne vais pas dire inquiet, mais je suis content de ne pas avoir Ekeler dans mes équipes. Côté Kansas City, de nouveau, on a vu Edward Seller faire le meilleur score, mais pas sur un très gros volume, donc plutôt en termes d'efficacité. Ça peut peut-être continuer, mais c'est un petit peu inquiétant aussi quand même. McKinnon, pas mal utilisé. Les receveurs, je pense que quand Mahomes nous disait en début de saison, désolé les joueurs de fantasy, je vais passer la balle à tout le monde, malheureusement, j'ai l'impression qu'il avait raison. Ouais. Ça va être très difficile dans cette offense de choisir qui va être celui qui va recevoir le ballon. Ouais. Je pense que là, la cote de Juju, elle est au plus bas, et c'est peut-être le meilleur moment de l'acheter. Ouais, Bailo sur Juju potentiellement, même si encore une fois ça va être difficile de savoir qui va avoir le ballon. Mais alors ils vont avoir Indianapolis cette semaine, peut-être. On va passer à dimanche et on va commencer avec ton équipe, Aptine. Les New England Patriots. Pittsburgh contre les Pats. J'avais annoncé un match entre deux grosses défenses, 17-14 à l'arrivée, donc pas de gros score fantasy. Qu'est-ce que tu as retenu du match? Sincèrement, pas grand-chose. Je le regardais. Je crois qu'il passait à peu près en même temps que la finale du coup de Eurobasket. Ouais. Et vraiment, il se passait rien dans ce match. Il gagne parce qu'on n'est pas capable d'intercepter un ballon qui vient droit sur nous, et un mec qui drop la balle dans nos 10 yards alors que c'était un punt. C'était assez compliqué. C'est pas à cause de ça qu'on a perdu, c'est parce que clairement, on met plus aucune pression sur le quarterback adverse. C'est pas comme si ils étaient forcément bons. Agolor a sorti le meilleur catch de sa vie contre nous. Ouais. C'est encore une autre histoire. Mais sinon, non, en finale, Fantasy, ça, on avait un peu annoncé dès le début d'année, ça allait être super compliqué pour les Steelers. Et je pense que là, Trubisky, ça peut peut-être arriver plus tôt que prévu qu'il se fasse bencher. Même si, moi, je continue à dire que c'est pas la faute du quarterback, mais pour moi, c'est la faute du coordinateur offensif Canada qui n'a pas les bons plays, qui n'est pas un bon coach offensif. Alors justement, j'allais te poser la question, tu as commencé à y répondre. Est-ce que tu penses que Trubisky a besoin de portir? Mais tu as dit c'est plutôt le play calling. J'allais te demander si c'était qui était le plus responsable, le QB, la ligne offensive ou le play calling? Est-ce que c'est plutôt play calling toi? Non, la vraie, oui c'est ça. Pour moi la vraie, la seule vraie réponse c'est le play calling. La ligne offensive est quand même un peu meilleure que l'année dernière. On a réussi à faire des trucs l'année dernière alors que c'était Big Ben. Et le choix facile et le choix un peu, on va dire, évident pour les personnes qui veulent pas aller au bout des choses, ça veut dire que c'est le QB. Je te dis pas que Trubisky est un bon QB, mais pour moi c'est pas ce qui montre, c'est pas le vrai Trubisky avec ses 150 yards à la passe par match qu'il est en train de nous faire depuis le début de saison. Et pourtant, tu as du receveur de qualité, un super tight end.
Dernière question justement sur Pittsburgh. Parmi tous ces receveurs, ce tight end, le running back, lesquels pour toi restent des starts obligatoires toutes les semaines? Est-ce qu'il en reste? Alors, je ne sais pas si tu as dit running back Harris, c'est sûr et certain, même Harris, si pour oui. moi, il ne va pas te sortir un 30-40 points comme un Ouais, donc Jonathan Taylor faut peut faire. descendre un peu Un Cook ses. aussi peut faire, Ouais, exactement. baisser un peu ses demandes, mais le starter quand même. Tight end, je pense qu'il est devenu startable. Je pense que c'est un TE1. Alors que tu vois, normalement, il était un peu plus, je crois qu'il se faisait sélectionner peut-être en 13-14. Là, pour moi, c'est un vrai TE1. Et John Tae, et c'est tout. Pour l'instant, c'est tout. Ok. Pickens, hype déjà Faut attendre de fini. voir, Tu leur dynastie, c'est bien, mais franchement, comme de nos ligues où tu gardes pas les joueurs, je ne l'ai pas dans mon roster. Côté Pats, c'est plutôt Jacoby Meyers qui est vraiment la target favorite de Mac Jones. Donc ajoutez-le dans vos rosters. Il est disponible dans pas mal de ligues et c'était un de mes favoris pour les waivers de la semaine. À l'inverse, pas de target, pas de volume pour Devante Parker. Est-ce qu'il est droppable actuellement? Non, parce qu'on se posait la question quand même si en fait on voyait entre lui et Meyers des receveurs de même niveau. Dans toutes les, je crois en plus dans tous les rankings, ils étaient vraiment juste à côté. Et j'attendrai encore peut-être 2 semaines de plus, voir si vraiment ce qu'on a vu depuis le début de l'année s'affirme. Et si c'est pas le cas, ouais. Il a plus joué que Agolor, mais il a eu moins de targets et puis il n'a pas eu évidemment le touchdown puisqu'il n'a pas été targeté du tout. Ouais. Ok. Carolina contre les Giants. Victoire des Giants, qui est une des 6 équipes encore invaincues cette année. est-ce que ma prophétie va se réaliser, qu'ils vont arriver à Londres invaincus ou non? C'est pas sûr parce qu'ils jouent vraiment pas très bien, mais ça a suffi contre une équipe des Panthers un peu faiblarde également. Les seules choses rassurantes dans ce match, je dirais, c'est les 2 running backs, Barkley et McCaffrey. D'abord parce que ils ont fini le match sans se blesser. Et puis ils ont été impliqués, ils ont été assez efficaces. Je trouve que McCaffrey devrait être plus impliqué qu'il ne l'est actuellement. Il devrait l'utiliser encore plus. J'ai une inquiétude pour DJ Moore. Je pense que Baker Mayfield est vraiment un QB qui n'arrive pas à faire briller les receveurs en fantasy. Et là, ça va pas être suffisant. Il a eu un touchdown, DJ Moore, grâce à quoi il fait une bonne perf, mais avec 3 réceptions pour 40 yards, ça va pas suffire. On le voit cette semaine avec Robbie Anderson qui avait fait un touchdown la semaine dernière. Cette semaine, c'est 3 réceptions, 30 yards, instartable. Donc cette équipe à la passe de Carolina va être compliqué de lui faire confiance. Côté Giants, c'est un peu la même histoire. Au niveau des receveurs, il n'y a eu aucune target, je crois, pour Golladay, qui du coup est parti au bout de 10 minutes après le match, sans parler aux reporters. C'est Richie James et Sterling Shepard, les deux receveurs principaux côté Giants. C'est dire un peu la faiblesse et le bazar que c'est actuellement. Je pense que Kadarius Toney, qu'est-ce que tu en fais si tu as Kadarius Toney dans ton équipe actuellement? Est-ce que tu le conserves? Est-ce que tu lui Je le donnes conserve encore en dynastie. En dynastie seulement, pas en redraft? Non, je pense pas, non. Il a un peu plus joué qu'au match 1, mais pour le moment, ouais, c'est pas encore un volume sur lequel on peut compter du tout. Ouais. Non, je pense pas. Ok, Jets contre Browns, un match plaisant dans lequel les Browns... Étrangement plaisant. Les Browns auraient dû le gagner. Ils avaient l'opportunité de le gagner, mais Nick Chubb a marqué un 3e touchdown à la fin. Alors que s'il tombait, les Jets n'ayant plus de timeout, ils pouvaient gagner le match. Je crois que Chubb, on peut pas l'accabler pour ça. D'abord parce que au niveau, ouais, c'est important pour les joueurs d'avoir des stats. Mais en plus, c'était un joueur qui, une année, je sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant, avait justement fait ça. Il était sorti à la ligne des 1 yard pour gagner le match sans marquer son touchdown. C'était lui, non? Ouais, c'était lui. Ouais. Donc on peut pas dire que ça soit une question d'individualisme. Je pense qu'ils pensaient vraiment qu'ils avaient match gagné. Et malheureusement, ils n'avaient pas match gagné. Joe Flacco, gros match du coup, il a passé son temps à faire des passes. Flacco, il est dans le top 3. Pardon, il est dans le top 3 des passeurs cette année pour le moment. Pas du tout ce qu'on attendait. Qu'est-ce que tu retiens?
Je retiens que tant que Flacco joue, je pense que ça reste intéressant pour tous les receveurs des Jets. Parce qu'au final, moi qui pensais que ça allait être vraiment un game manager, même s'ils n'avaient pas gagné, je ne pensais pas qu'il envoyait 50 ballons par match. C'est le cas. Donc ça en fait profiter un peu tout le monde. Même si pour moi, on attendait plus de Elijah Moore, qui est un peu le receveur numéro 1 de cette équipe. Et pour les personnes qui l'ont starté comme moi, tu n'en sentir pas alors que Flacco va te marquer 30 points, Wilson t'en met 26, Corey Davis 15, tu vois. Enfin bon, c'est quand même pour l'instant assez mal réparti et c'est un peu dur à deviner aussi. T'es en mute. Toujours en mute. Yes, je suis en train de chercher le bouton. Je suis également un petit peu déçu par Elijah Moore. Il est sur le terrain, il court, mais pour le moment, il est un petit peu moins targeté que les autres. Je serai patient avec lui. Si je l'ai, je l'avais targeté dans 2-3 ligues, même en trade. Pour le moment, ouais, c'est sûr que c'est difficile de lui faire confiance tant que c'est Flacco le QB. Peut-être avec Wilson, ça sera un petit peu mieux, mais il a le volume, disons. Il a le volume, il a juste pas eu les targets. Pour le moment, c'est Garrett Wilson qui a eu le match révélation. Donc ouais, ça va être difficile, comme tu dis, ça va être difficile de savoir. Même entre Breece Hall et Michael Carter dans le backfield, ça va être difficile de savoir qui va faire quoi. Et là, on voit 7 carries chacun. C'est pas le genre de volume qui permet sans touchdown de starter. Bonne nouvelle pour Chubb donc, et pour Amari Cooper qui a fait un bon match aussi avec 9 réceptions et dépasse la barre des 100 yards. Brissett a été plutôt convenable dans ce match. Mais ça manque de variété au niveau de la réception. À part Cooper, il n'y a aucun autre receveur à part les Titans qui ont été utilisés. C'est toujours un peu la même histoire côté des Browns. Ils utilisent très peu de receveurs. Et à mon avis, actuellement, tout ce qui est Donovan People-Jones, David Bell, Anthony Schwartz, etc., ils sont instartables actuellement. Ok, le match suivant, c'était Jags contre Colts. Alors ça, c'était une grosse surprise. Les Colts, au début, déjà, on se demandait pourquoi ils étaient menés au score après avoir été menés par Houston de la même manière. Et bah, cette fois-ci, ils ne sont pas revenus. Ils ont perdu 24-0. Et avec juste un match sans, un match horrible de la part de tous les Colts. Matt Ryan, Jonathan Taylor, Naheem Hines, on espérait un peu de lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui surnage dans cette équipe pour toi? Michael Pittman était absent. Mais sur ce match, non. Mais après, on espère juste qu'ils arrivent à revenir au même niveau que l'année dernière et qu'ils ne perdent pas tout de suite le match, quoi. Comme ça, Jonathan Taylor pourra. Parce que je pense pas que Jonathan Taylor soit moins mauvais que l'année dernière, mais c'est juste que là, vu qu'ils se font démonter direct en début de match, et tu passes par des passes, etc. Et triste de constater que Matt Ryan est pas bon. Et ouais. qu'au final, lui, les 2 dernières années, il a vraiment chuté de niveau, quoi. Ouais, c'est un peu ça rappelle Philip Rivers quand il a été au Colts il y a 2 ans. Ouais, mais je n'ai pas le souvenir de Rivers aussi mauvais, sincèrement. Non, mais il n'était pas extrêmement bon non plus. Mais c'est vrai que là, pour le moment, Matt Ryan, c'est assez inquiétant. Pour moi, la seule bonne note, c'est le rookie Ashton Doolin, je crois, Ashton ou Alshon, je ne sais plus. Receveur qui a été pas mal targeté, qui a eu un match convenable et qui pourrait, même quand Michael Pittman revient, devenir le WR2 parce que Paris Campbell, lui, à l'inverse, il a pas été utilisé du tout dans ce match. Côté Jags, un peu la même histoire qu'au match 1, c'est-à-dire James Robinson domine le backfield par rapport à Travis Etienne. Christian Kirk fait un super match. Il fait partie des receveurs qui font un excellent début de saison. Donc bravo à ceux qui l'ont drafté, parce qu'il coûtait pas cher à la draft. Et ouais, globalement, à part ça, pas grand chose à dire. J'ai bien aimé le match de Evan Engram aussi, qui peut être une cible en Titan pour ceux qui streament, notamment cette semaine. Et je sais pas si toi, tu as quelque chose à rajouter sur les Jags. Non. Okay. Alors, avant de passer au match d'après, on a une question. Je ne sais pas si on attend le match. Question sur question pour la question. Sur Garoppolo. Alors, répondons à la question. J'ai récupéré Jimmy G par
trade contre Devonta Smith et Pat Freiermuth ou Pollard. Je voudrais récupérer, pardon. Je voudrais votre avis. C'est dans une ligue où on start un seul QB et son QB2 c'est Daniel Jones. Moi, je dis absolument non. Parce que dans une ligue où on start un seul QB, je vois pas l'intérêt d'avoir Garoppolo. Personnellement. Ah, pardon, j'ai mal compris. Je crois que son premier QB c'était Lance. Et du coup, c'est Daniel Jones, son seul QB maintenant, c'est ça? Ouais. Donc oui, enfin il y a un peu de sens pour que tu prennes un QB de même niveau que Daniel Jones. Par contre, tous les noms que tu cites sont bien meilleurs, enfin ont une meilleure value que Jimmy Garoppolo. Donc je pense que tu as d'autres joueurs dans ton banc qui peuvent être, je pense, plus intéressants. Peut-être Devonta Smith qui est un nom intéressant mais qui n'est pas vraiment encore beaucoup utilisé début de saison. Freiermuth c'est non et Pollard c'est non. Ouais. Donc l'idée est bonne de récupérer Jimmy G. Moi j'ai confiance. Daniel Jones cette année, enfin j'ai confiance. C'est mieux en QB2, mais même dans des ligues où j'ai un seul QB, j'ai Daniel Jones dans beaucoup de ligues. Pas seulement parce que je suis fan des Giants, mais parce que je pense que c'est justement le genre de QB qui coûte pas cher et qui peut faire des bonnes perfs. Mais je lâcherai pas. Les joueurs qui sont cités là pour Jimmy G en QB2. Bah après, justement, moi je pense que l'approche est bonne, mais juste les noms que tu donnes ne sont pas bons. Par exemple, tu vois, Daniel Jones, il est streamable, comme Marc est en train de le dire, parce qu'il peut te ramener 16 points et 14 points, un plancher de 14 points par match. Mais par exemple, s'il tombe contre une vraiment grosse défense, il peut te ramener un 0, voire un score négatif. Donc c'est pour ça que je pense que ce serait bien de coupler avec un Jimmy G, mais là, les joueurs que tu veux lâcher, ils sont bien meilleurs cher, et ça c'est non. Ok, on continue sur notre review avec le match. Le match de la semaine, Baltimore-Miami. Donc tu m'as dit que tu avais plein de choses à dire sur Miami, donc je te laisse la parole. Non, j'ai vraiment qu'une seule chose à dire sur Miami, c'est les plays qui sont appelés sont faits pour cette équipe. Quand ils sont partis chercher Tyreek Hill, quand ils sont partis, qu'ils n'ont pas lâché l'affaire sur Tua, et tu sais quand même que c'est une bonne organisation. Sur ces dernières années, c'est vraiment une bonne organisation. Je trouve que c'est extrêmement bien géré. Et là, au final, tu vois que un peu tout n'était pas écrit, tu vois, mais c'est exactement comme il avait pensé, etc. Que c'était vraiment des passes courtes, et il peut te balancer une bombe, entre guillemets. On va pas commencer à s'exciter, mais justement sur un Tyreek ou un Waddle. Donc tu vois que les deux, en fait, c'est deux poisons, et que pendant tout le match, tu vois, ils sont en train de te faire courir un peu dans tous les sens, etc. Et tout à coup, partir sur un big play, ça marche. Je pense vraiment qu'on a une super équipe. En plus, défensivement, c'est quelque chose. On n'arrive toujours pas à trouver un semblant de logique sur la partie running back, mais je pense que ça va arriver. On a vu Mostert être promu. Mostert dominé, alors que je pense que Edmonds, c'est vraiment pour moi le running back 1 et c'est lui qui finit avec le plus de points à la fin de l'année. Et c'est surtout la débâcle côté Ravens. On parlait d'eux comme une meilleure défense. Tu prends 500 yards et 6 TD de Tua. Ouais. Il y a un déficit de 21 points dans le quatrième quarter. Voilà. Et donc là, pour moi, c'est plus les Ravens qui doivent un peu se mettre un petit coup de pied au cul, surtout en défense, et commencer à repartir sur les bases qui marchaient, qui sont leur ADN aussi. Est-ce que tu penses que Waddle et Hill peuvent être chaque année, il y a une paire de receveurs qui finit WR1 tous les deux. Est-ce que tu penses que ça peut être eux cette année? C'est possible. Après, je pense pas que Waddle peut suivre aujourd'hui le rythme de Tyreek Hill. Ouais, tôt dans le match, c'était lui qui était impliqué, surtout sur les petites passes justement. Alors la question que moi j'ai, c'est est-ce que ça va, est-ce qu'on a découvert ce dont Tua est capable, et est-ce qu'ils vont planifier un game plan un peu autour de ça à partir de maintenant, ou est-ce que c'est vraiment parce qu'ils étaient menés de 21 points et qu'ils tentaient tout et n'importe quoi et que la défense s'est un peu trouée en face? Non, je suis pas d'accord, parce qu'au final, sur le premier match, on voyait déjà qu'il s'était utilisé comme ça, tu vois. Donc des tracés où ils se croisent, et si les mecs ils sont en zone, à un moment tu dois faire un choix, et sauf que dans tous les cas ils sont beaucoup plus rapides que les DB qui sont en face. Je pense que c'est vraiment pour ça qu'ils ont pris un Tyreek Hill, parce qu'ils ont vu que ça marchait bien avec un Waddle. Ils se sont dit, si on arrive à doubler ça et peut-être rajouter un peu de ligne offensive, on peut vraiment partir sur un plan de jeu régulier, et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire, et vraiment, ça marche, quoi.
Je pense pas que tu vas faire un match comme ça tout le temps, mais ce que je veux dire, c'est que ça leur suffit pour prendre des yards. Pour moi, il suffit juste peut-être un peu de faire un peu plus jouer les running backs. Et pour ça, il faut trouver une certaine constance. Mais sinon, franchement, en tout cas, c'est sympa à regarder, ça c'est sûr. Non, c'est clair. Côté Ravens, pas d'énormes enseignements finalement, parce qu'ils ont scoré sur 3 big plays, un retour de touchdown, un run de 75 yards, je crois, et un touchdown de 75 yards de comment il s'appelle, Bateman. Côté running back, ils attendent toujours le retour de J.K. j'ai Dobbins. des trous de mémoire. Merci, J.K. Dobbins. Et on espère que ça donne un peu de constance dans ce backfield, parce que pour le moment, avec le backfield actuel, on ne sait absolument pas qui joue. Entre Drake, Mike Davis, Justice Hill, c'est impossible de savoir. Ouais. Et comme on sait que c'est une équipe qui met beaucoup l'accent sur la course, pour le moment, je pense que le seul mec sur qui on peut vraiment avoir confiance, c'est toujours la même histoire, c'est Mark Andrews, c'est le seul. Ouais. Ok, match qui était sur l'équipe TV, je crois, en France, qui pendant longtemps avait aucun score, très très défensif, très fermé entre Tampa Bay et les Saints. Victoire finalement de Tampa Bay, grâce notamment à 6 sacks et 3 interceptions sur le pauvre Jameis Winston qui était blessé en plus. Qu'est-ce que tu as retenu, toi, à part la baston et l'éjection de Mike Evans? Sincèrement, pas grand-chose, dans le sens où si peut-être je commence à pas mal m'inquiéter autour de Brady. Je n'ai pas l'impression de le reconnaître. Je me sens quand même extrêmement énervé, alors que on est week 2. Après, ok, il joue les Saints et on sait qu'il les déteste, mais j'ai trouvé vachement à cran. Et j'ai pas l'impression, tu sais, de voir un favori aujourd'hui. Donc la défense fait un taf de ouf. J'ai l'impression de voir un peu les Patriots des années 2010, tu vois, où vraiment très 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 grosse défense et un Tom Brady gestionnaire. Enfin, même 2010 et même fin de l'ère Tom Brady chez les Patriots. Écoute, sur ça, bon, je pense que ça ira un peu mieux, mais je pense pas qu'on va avoir le même niveau de points qu'on a eu sur 2 dernières saisons. J'ai vu que Godwin était encore blessé plusieurs semaines, mais pour moi, ça reste peut-être la personne la plus intéressante à aller chercher aujourd'hui. On parlait d'un Bailo. Un bon Bailo, ouais. Ouais, Godwin, enfin, je me disais, mais là, plus personne n'en parle. Le mec, il revient d'une grosse blessure. Week-end, il est déjà blessé. Justement, tu vois, ces fameuses questions autour de Tom Brady. Donc, je pense que là, Godwin, peut-être dans la tête d'une personne sur deux, ils se disent, moi, j'y crois pas. Je pense qu'il y a peut-être un deal à faire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Godwin, un bon bailo parce que là actuellement absent, Julio Jones absent, Russell Gage n'a pas montré qu'il pouvait être impliqué. Et quand Godwin va revenir, ça va faire une grosse différence. Donc il y a encore sûrement quelques semaines peut-être. Faudra suivre les entraînements, mais clairement un bailo. Fournette nous a promis des TD. Touchdown, ouais. Fournette, il a un gros volume, hein, pareil, presque un bailo potentiellement parce que il n'a pas eu de TD, mais il a le volume pour aller avec. Et j'allais juste dire, ouais, Mike Evans, confirmation qu'il est suspendu un match, donc il sera absent lui aussi. Donc pour le moment, ils ont Mike Evans suspendu, Chris Godwin blessé, Julio Jones blessé, Russell Gage qui était un petit peu blessé aussi et qui a joué quand même. Et ils ont recruté Cole Beasley, qu'ils ont immédiatement élevé de la practice squad, donc qui devrait jouer. Compliqué. Washington, Détroit, gros match offensif aussi, victoire des Lions, qui était pour la première fois favori, je crois, depuis 24 matchs, avec un Amon-Ra St. Brown exceptionnel, qui est un peu le Cooper Cup de cette année. La révélation, en tout cas. Ouais. Drafté au 6e round, pour le moment, WR1, je pense. Sur la saison. En tout cas, ouais, gros match hier, ce week-end, je veux dire, avec même deux carries pour 68 yards. Est-ce que ça peut continuer comme ça ou est-ce que c'était vraiment la défense de Washington qui était extrêmement faible? Bon, continuer sur ses bases. On aime bien les Lions, mais. Non, ouais, continuer sur ses bases, non, mais je pense qu'au final, pour moi, ça va être une équipe extrêmement intéressante d'un point de vue fantasy. Swift, tu sais qu'il va ramener beaucoup de points. Sur certains matchs, Jamal Williams va ramener, on va dire, un plancher de points, donc ça peut être intéressant si tu es en galère de flex.
Ouais. Goff, je ne sais pas il est combienième aujourd'hui, mais en tout cas, pour moi, en fait, ça va être une équipe qui est quand même assez bien construite. On avait déjà vu l'année dernière, on avait déjà dit. Mais je me dis, en tout cas en fantasy, je pense que tu peux starter un peu toutes les semaines. Ouais. Ouais, Goff actuellement, il est QB9. Voilà. QB9. Et je crois qu'il fait partie du top 3 justement avec Flacco et Tua. C'est eux le top 3 en yard. Non, c'est Carson Wentz. Ah, c'est Carson Wentz, pardon. Ouais. Bah, justement, Carson Wentz qui avait mal démarré. Première mi-temps, moi j'avais dit, dans mon start and sit la semaine dernière, j'avais mis Carson Wentz et Curtis Samuel. Ça démarrait mal. Et j'espérais que quand ils étaient menés, ils allaient commencer à les impliquer. Puis effectivement, tous les deux ont fait un très bon match. Ouais. Donc Curtis Samuel, s'il est toujours sur les waivers, le laissez pas, parce que ça fait 2 matchs qu'il est très impliqué dans le jeu de passe des Commanders. Et vu la défense qu'ils ont, à mon avis, ils vont être souvent dans cette situation, menés au score, à tenter des trucs. Ça va pas être la seule fois. Qu'est-ce que tu penses, toi, de Terry McLaurin, qui fait un match un petit peu discret pour la 2e fois d'affilée, derrière justement Curtis Samuel et le rookie Jalen Dodson? Qu'est-ce que tu ferais si tu l'avais? Inquiétant. J'essaierai de le vendre. Je pense que j'essaierai de le vendre. En plus, ça reste vraiment du coup, un sur gros nom. la valeur de nom, ouais. Ouais, sur la valeur de nom. Et aussi, ça reste quand même dans une équipe où tu te dis les choses peuvent facilement se renverser parce que c'est quand même une équipe qui passe beaucoup à la passe et que ça reste quand même aujourd'hui le WR1. Mais en fait, je trouve que Curtis Samuel commence à prendre de la place. Le rookie prend beaucoup de place et surtout apparemment en end zone, il est vachement targeté. Je crois qu'il en a mis 2 le premier match, maintenant 1. Il est déjà à 3. Je suis pas mal en matin. Et tu dis juste, à partir d'un moment, qu'en est-il pour, enfin, qu'est-ce qui reste pour McLaurin, tu vois. Donc là, il fait quoi? C'est clair. 4 réceptions, 75 yards. Je pense que tu l'as pas drafté pour qu'il te ramène 10 points. Non, c'est ça. Et ça va être le joueur il peut encore faire des gros scores, mais il a plus besoin d'être le gars qui est targeté 12 fois par match. Parce que il y a d'autres Après, options. peut-être que c'est gameplay, non? On regarde d'habitude, là, enfin, les mecs ont travaillé pendant l'été, ils se disaient, OK, McLaurin, c'est comme ça, on va défendre comme ça et tout. Au final, aujourd'hui, il y a peut-être 3 bons receveurs, donc ils vont peut-être commencer à mettre moins de personnes côté McLaurin, ou peut-être à mettre un moins bon DB, ou je sais pas trop. Mais peut-être que ça va justement ouvrir, enfin, le fait que les autres receveurs jouent aussi bien, que ça va ouvrir plus de targets à McLaurin. Ouais, il a été targeté 7 fois là quand même dans ce match, seulement 4 réceptions. On fait une petite pause et on a 2 questions sur YouTube, en anglais en plus. Je crois que les gens ils n'ont pas compris qu'on était un podcast français. Est-ce que Pacheco et James Cook, est-ce que ça vaut le coup de les garder dans le roster ou est-ce qu'il faut ajouter Darrell Williams, j'imagine, pas Damien, Darrell Williams de Arizona? It depends, dira Dame. Non, mais Pacheco, ça dépend. Là, on parle de quel type de ligue? Je pense que c'est un peu la Redraft à mon question avis. Redraft. Non, redraft, je pense que même un James Cook aujourd'hui, c'est pas. On l'a vu avoir des carries quand il y avait 40 points d'écart dans le dernier match. Pour moi, je pense que c'est pas la peine d'avoir les 2 premiers dans un roster et même D. Williams. Donc peut-être D. Williams, c'est peut-être le celui que je préfère des 3 où je me dis peut-être qu'il y a quelque chose à faire dans un futur proche. Mais sinon, Pacheco et James Cook, à part si on parle de dynastie, pour moi, et encore Pacheco, je suis pas sûr dynastie, mais James Cook, il n'y a pas de sens de l'avoir en tout cas dans un redraft. Ouais, je suis assez d'accord. Pacheco, James Cook en dynastie, clairement, je les garde. Par contre, en redraft, je saute sur Williams, d'autant plus qu'on n'est pas sûr on parlera d'Arizona tout à l'heure, on n'est pas sûr du statut de James Conner pour le prochain match. Et il y avait un bon comité entre Williams qui avait, je crois, les goal line carry et Ino Benjamin qui avait le reste. Donc, ça vaut le coup de toujours prendre le mec qui est en forme quand on est en redraft. Il faut penser très court terme. Deuxième question, 2 joueurs à starter. Alors là, c'est difficile, là, c'est compliqué. Entre CeeDee Lamb, Drake London, Courtland Sutton, Keenan Allen, Michael Thomas et Pittman Jr. 2 joueurs. J'avoue que j'ai pas encore regardé le calendrier, donc ça va être assez compliqué. On n'a pas le calendrier, donc ça Attends, moi j'ai vu que Prescott devait peut-être revenir cette semaine. S'il revient, CeeDee Lamb, je le mets par défaut. Ouais. Keenan Allen, je pense pas que je le starterai tout de suite s'il revient de blessure. Michael Thomas, Pittman. Donc les Colts, on savait qu'ils vont jouer contre les Chiefs. Donc non, Pittman, je pense pas. Les Colts contre les Chiefs, et puis pas sûr qu'il joue. Keenan Allen, je ne sais pas s'il revient. Les Saints, ils ont Carolina, donc moi je serais tenté de mettre Michael Thomas potentiellement. Et Atlanta, ils ont
Ah, il joue une équipe pas très forte, je crois. Bon, je vais vois me même faire pas. insulter, mais. Non, c'est vrai qu'il joue les Panthers? Non, il joue Seattle. Atlanta, Seattle, ouais, à Attends, l'extérieur. ouais. Donc ouais, je serais peut-être tenté par Drake London parce qu'il a été pas mal impliqué. Après, il y a un peu le risque. Voilà, ça fait 2 matchs qu'ils mettent Drake London et qu'ils font pas de passe à Kyle Pitts. On parlera d'Atlanta dans une minute aussi. Est-ce que ça va continuer toute la saison ou est-ce que les défenses vont s'ajuster et que du coup ça va être un coup l'un, un coup l'autre Ouais. Compliqué. Bon, Ouais. Marc, CeeDee Lamb, Drake London, moi, CeeDee Lamb, Cortland Sutton. Allez, ça marche. On part là-dessus. Dernière question, puisqu'on parlait de Washington, est-ce que du coup tu startes plutôt McLaurin ou Dodson si tu as les deux? McLaurin. Pareil. Pour le moment, je reste là-dessus. Ouais. Jahan Dodson, je crois que c'est Jahan. Jahan. Ok. Seattle contre San Francisco. Donc c'est le match où le pauvre Trey Lance s'est blessé Petit assez ange parti rapidement. trop tôt. Parti trop tôt. On a eu aussi le premier match où Jeff Wilson était titulaire. C'est effectivement lui qui était le lead back. Mais attention, il y avait aussi, il partageait pas mal le volume avec Davis Price. Sauf que Davis Price s'est fait une entorse et va être out plusieurs semaines. Donc maintenant, c'est apparemment Jordan Mason qui va être le RB2, Jimmy Garoppolo qui va être le QB1. Et en gros, cette équipe qui continue année après année de nous produire des bons joueurs de fantasy qui tiennent à peu près 2 matchs avant de se blesser pour 4. Parlons de San Francisco 2 minutes parce que Seattle, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose à en tirer. Moi, je suis bien content que Garoppolo reprenne un peu la tête de cette équipe parce que tu sais maintenant à quoi ce que tu vas avoir. Au moins, c'est pas comme avec Lens, surtout avec le premier match qui était à la piscine Aqua Boulevard, tu te disais, OK, à quoi ça va ressembler. Là, vraiment, tu sais que Ayuk va redevenir intéressant, Deebo Samuel va avoir de meilleures stats, Kittle qui va pas tarder à revenir, et le running back, on va dire ça comme ça, et le running back, tu peux l'appeler X, qui sera sur le terrain, qui va faire ses 15 points par match. Ouais. Donc, au moins, ce qui est bien, c'est que là, tu vois un peu à quoi les prochains matchs d'SF vont ressembler. Et moi, je suis quelqu'un qui aime bien un peu suivre quelque chose de logique, et je pense qu'avec cette équipe d'SF, tu sais à quoi t'en tenir. Ouais. Est-ce qu'on sait à quoi s'en tenir côté Seattle? Parce que je crois que pour les receveurs, il y a Lockett et Metcalf qui sont à peu près les deux seuls qui, qui jouent. Marquis Godwin, quasiment pas de target pour lui. Lockett a fait un bon match, hein. Il a dépassé les 100 yards, il a eu, Ça, on l'avait 9 dit, hein. réceptions. Ouais. On avait dit Ça, on que c'était avait bien annoncé plutôt Lockett qui était Lockett. un meilleur QB pour un meilleur receveur pour un QB médiocre, plutôt que Metcalf qui était plus difficile à trouver. Mais par contre, ce qui m'a beaucoup inquiété, c'est le committee monstrueux qu'ils ont mis en running back avec entre tout le monde, quoi. Entre Kenneth Walker, Rashad Penny, Travis Homer, impossible de savoir qui joue. Ouais. Et aucun des trois n'est startable parce que l'équipe est pas très forte, l'offense est pas très forte. Et voilà, pour le moment, pas de receveur. Excuse-moi, pas de running back. Quand tu lui envoies une balle, il te l'attrape. Hein. Je crois à un moment, il a fait un catch, mais Ouais, il a fait un catch de fou et pénalité. Et flag. Ouais, dégoûté. Et juste dire, ah bah, ça sert à rien, je vais Voilà, typiquement le genre d'action où on regarderait la box score complètement différemment s'il avait pas eu cette pénalité, qui avait rien à voir en plus. Mais bon, il aurait été à 10 points, hein, je pense qu'on serait quand même inquiet. Hein. oui, c'est vrai. Bah, c'est l'offense de Seattle, on avait dit qu'elle serait pas ouf. Hein. Ouais. On avait dit qu'elle serait pas ouf. Ok, prochain match, les Rams qui se sont fait peur inutilement contre Atlanta, qui gagnent finalement quand même 31-27, qui ont été rapidement devant au score, avec notamment un touchdown d'Allen Robinson cette fois, qui j'ai l'impression qu'il a eu ses deux passes, un touchdown, et après il a été ignoré le reste du match pour encore et toujours targeter, mitrailler Cooper Kupp, qui nous sort, il était à 0,1 point je crois de finir encore dans l'équipe de la semaine. Mais du coup, on parlait d'Atlanta tout à l'heure, c'est presque plus intéressant. Alors, juste pour finir sur les Rams, le split entre Henderson et Akers, un petit peu rassuré par le volume d'Akers cette semaine, mais pas forcément par son efficacité. Qu'est-ce que tu as pensé, toi? Non, moi, de ce que j'ai vu, je trouvais qu'il avait bien rebondi et sur ce qu'on lui demandait. Ouais. Donc, je pense que, enfin, pour moi, à terme, c'est Akers qui sera le lead back de cette équipe.
Et on attend surtout la blessure d'Anderson pour que ça soit le cas. Oui, ouais. Bah, Henderson qui a eu 4 carries enfin 4 snaps sur la goal line contre 1 pour Akers. Donc ça compte. Et d'ailleurs, c'est Henderson qui a eu le touchdown. Mais effectivement, un petit peu plus de volume pour Akers dans ce match-là, et y compris à la réception, ce qui est toujours bien. Les Falcons, du coup, grosse déception pour le Kyle Pitts. 2 fois de suite, le tight end dans l'équipe all flop, avec le même score. J'ai même pas eu besoin de changer le chiffre. 2,9 dans les 2 matchs. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Le coach d'Atlanta qui dit après le match, on est là pour gagner des matchs de NFL, pas pour faire de la fantasy. Sur le principe, je suis d'accord avec lui, mais le truc, c'est qu'il gagne pas de matchs de NFL, et il a un joueur soi-disant générationnel avec Kyle Pitts qui l'utilise quasiment pas. Qu'est-ce que tu en penses? Comme l'année dernière. Moi, je suis extrêmement inquiet avec du rendement de Kyle Pitts, et ça m'embête aussi pour eux qu'ils soient tombés dans une équipe qui l'utilise pas, quoi. Ils sont partis le chercher 4e l'année dernière. 4e overall avec un trade-up, si je ne dis pas de bêtises. Pour faire quoi? Parce que je pense pas que, je le regarde et c'est pas genre un Kittle au bloc. A fait jouer à la réception, mais envoie lui des ballons, quoi. Parce que tu vois, là, t'es parti chercher Drake London, tu le trouves bien, tu vois. Donc, y a Ouais, pas et de puis truc que. souvent, justement, alors j'ai pas vu tout le match, loin de là, mais je regardais sur Red Zone. Et les 2 actions où Drake London marque le touchdown, et aussi, je crois, une conversion à 2 points, très similaires, où ils étaient alignés côte à côte. Et la défense s'est plutôt consacrée à Pitts qu'à London. Donc c'est ça le seul truc où je me dis, est-ce que vraiment, faudrait regarder vraiment les stats avancées. D'abord, Pitts a l'avantage d'être un tight end, donc tu es quasiment obligé de le starter, même si pour le moment il a été nul. Il n'y a pas énormément de tight ends qui sont startables. Mais est-ce que vraiment c'est une volonté de ne pas utiliser Pitts, ou est-ce que c'est parce que Drake London a eu plus d'opportunités? En tout cas, je pense que London, c'est quelqu'un qui est startable contre Seattle, et Pitts, c'est possible que contre Seattle, justement, ça soit le genre de match où il peut faire taire tous les gens inquiets. Mais d'un autre côté, c'est un peu do or die, parce que s'il fait un match pourri contre Seattle, là, ça va commencer à être très inquiétant. Ouais. Peut-être juste un dernier mot sur les Rams, c'est Allen Robinson. J'ai vraiment Ouais. l'impression qu'on est en train de revivre la saison passée où on regardait Avec Woods. Woods. Ouais. Exactement, parce que tu vois, la balle qu'il lui donne, c'est la balle qu'il donne à Woods pour dire, tiens, tu prends ton TD, c'est ça. tu fais ta célébration, mais le workload va aller chez. C'est exactement ce qui s'est passé, hein. Je crois à un moment, il y avait peut-être 2-3 TD d'écart. Et je sais pas si tu avais vu, mais en fait, il a renvoyé la balle à Robinson qui l'a catch TD. Ils ont dit non, 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 apparemment, tu avais un mec qui s'était blessé, donc il y avait eu injury timeout. Et Ouais. du coup, ça n'a pas compté. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était sa peut-être 2e réception dans la end zone, donc ça faisait 2 TD, c'est super, mais que 2 réceptions, tu vois. Alors que là, Cook Cup, il a 11 réceptions, il a dû targeter 15 fois. 14 targets et contre 5 pour Voilà, et Robinson. en fait, j'ai vraiment l'impression on va te donner la balle sur un truc, sur une équipe qu'on va démonter, les Falcons. Comme ça, tu te montes un peu à l'écran, tu fais ta célébration, je fais partie de l'équipe, ta. Et, mais au final, j'ai pas l'impression qu'ils pèsent dans le jeu. C'est très bizarre, hein. Ouais, bah c'est encore une fois, avoir les routes qui sont décidées pour les deux. Et c'est un peu effectivement le rôle de Robert Woods, le rôle de Beckham quand Robert Woods s'était blessé et que Beckham était arrivé. Donc c'est quelque chose qui, en fantasy, ça peut générer des points quand même, mais c'est un volume un petit peu plus de WR2 voire WR3, où tu vas te planter quelques semaines, etc. Tu n'auras pas du tout la sécurité qu'il y a maintenant aujourd'hui avec Cup, où Cup, actuellement, je ne sais pas quelle est la dernière fois qu'il n'a pas eu 15 points fantasy, mais Cup, c'est assez monstrueux ce qu'il fait. Ok, les Bengals 0-2 après leur défaite Super Bowl contre les Cowboys, qui ont gagné avec Cooper Rush en QB. Et un bon match de CeeDee Lamb, justement. On disait si CeeDee Lamb ne va pas pouvoir jouer. Mais finalement, Noah Brown et CeeDee Lamb ont eu des scores. Et une fois de plus, c'est Tony Pollard qui fait un bien meilleur match pour la fantasy, en tout cas, que Zeke Elliott, malgré un volume inférieur. Donc ça confirme un peu ce qu'on disait côté Dallas. Qu'est-ce que tu retires de ça, toi? Est-ce qu'on peut toujours starter Elliott, ou est-ce que vraiment il faut commencer à envisager de le bench?
Non, je pense pas que. Non, je sais pas trop en fait. Parce que Dur, tu hein. vois, Parce même. qu'il a le volume, Moi, il a un volume de quelqu'un qu'on start, quoi. Ouais, il a le volume et en plus, tu sais qu'il il a la ligne et et c'est un joueur pour te ramener, on va dire, un score de RB2, Ouais. bref, RB2 voire flex. Mais t'es obligé de starter, tu vois. Parce que là, enfin, pour moi, c'était. Je suis pas étonné si sur ce match, c'est Pollard qui ramène 5 et que c'est Elliott qui en ramène 17. Enfin, pour moi, c'est vraiment Au niveau du limite volume, un jour sur c'est deux. plutôt ça, ouais. Donc voilà, après, ce qui est bien, c'est que Dag revient vite et j'ai l'impression que ça va peut-être rééquilibrer peut-être un peu les choses. Ouais, enfin bon, on sait que Pollard, enfin, on en parle depuis un moment, euh, mais, euh, mais pour moi, c'est vraiment une fois sur deux que qu'un des deux va faire un bon score. Et pour l'instant, c'est dur de deviner lequel. Donc Un petit startez mot les sur... deux. Ouais, ok. Un petit mot sur Noah Brown. Tant que Michael Gallup n'est pas de retour, startable, hein, selon WR3 ou Flex. Ça a l'air d'être la cible plus ou moins favorite de Cooper Rush. Et avec Prescott, il joue bien aussi. Ouais. À voir c'est quoi le match-up en face, mais ouais. Ouais, la semaine prochaine, ça sera les Giants sur Monday Night Football. Oh, c'est dur les Giants Euh, hein. ouais, c'est pas vrai, En défense, ouais. mais c'est à domicile pour eux. Et parlons des Bengals un petit peu, parce que les Bengals, grosse équipe de fantasy l'année dernière, génèrent énormément de points, mais cette année, ils n'y arrivent pas, notamment parce que le pauvre Joe Burrow, de nouveau, court pour sa survie à chaque snap. Il a été sack 6 fois, je crois, par la défense de Dallas, après avoir été sack 7 fois par celle de Pittsburgh la semaine dernière. Est-ce que tant que cette ligne offensive est poreuse comme ça, est-ce qu'on va pouvoir compter sur les receveurs? Chase et Higgins font quand même un match convenable. Mixon, malgré tout, fait ses 10 points. Mais c'est difficile, hein. C'est difficile et c'est pas ce qu'on attendait de cette équipe de Cincinnati. Clairement pas, non. Peut-être le seul joueur à noter qui pourrait intéresser sur les waivers, c'est le Titan Hayden Hurst. Encore une fois, parce que les Titans, il n'y en a pas énormément. Là, il fait que 5 points fantasy parce qu'il a 24 yards. Ce qu'il faut regarder, c'est les 5 réceptions. Il faut regarder les targets. Il a eu, si je dis pas de bêtises, 6 targets. Et surtout, il était sur le terrain assez régulièrement, ce qui n'était pas le cas quand il était aux Falcons. Et l'année dernière, quand il avait été aux Falcons, on avait tous dit, ouais, c'est le genre de Titan qu'il nous faut. Et finalement, il avait très peu joué, notamment parce qu'il y avait Pitts. Donc là, ouais, ça peut être un mec à regarder si vous streamez les Titans, un joueur intéressant. Cincinnati qui va absolument devoir se réveiller. Week 3, on regardera le calendrier dans une minute, mais ils jouent contre les Jets. S'ils perdent contre les Jets, ou s'ils dominent pas la défense des Jets, ça va commencer à faire jaser dans le Landerneau. Raiders contre Cardinals. Encore une équipe qui fout en l'air un match qu'ils avaient déjà gagné, les Raiders, incroyable. Et Arizona qui a égalisé à la fin avec un touchdown et une conversion à 2 points complètement absurde où je crois que Murray a gardé la balle 22 secondes, un truc comme ça, pour convertir à 2 points et qui finalement ont gagné en overtime. Le tout avec James Conner qui se blesse et qui du coup a laissé place à un committee, on en parlait tout à l'heure, entre Benjamin et Williams. Mais côté Arizona, moi ce qui m'intéresse plus, c'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui de Marquise Brown, qui a 6 réceptions, 70 yards, pas de touchdown, mais un match convenable, sachant que voilà, c'est convenable sans plus et qu'il y a DeAndre Hopkins qui va revenir dans 4 matchs. Moi, jamais été fan du joueur et ça continue. J'ai pas l'impression que ce soit malgré ce qu'ils sont en train de le payer, j'ai l'impression qu'en fait, voilà, je pense que tu vas comprendre si je dis ça, même les personnes qui regardent un peu les Cardinals, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de plan de jeu Mhm. auquel ils vont se tenir. Ils vont être en galère, il va se passer des trucs et et ça va partir en vrille et tu le vois un peu dans tout, enfin surtout en fin de match, tu vois mais il y a un play de base, il est jamais respecté et il court et il trouve le mec qui s'est démarqué. Ouais. Donc, je me dis que si après tu t'en tiens vraiment à ton game plan, je pense que Marquise Brown fait partie des personnes qui sont normalement targetées, tu vois. Donc, en début de match, peut-être premier carton, tu verras 2-3 réceptions, il est chaud, Mhm. first down, je fais mon signe stylé, etc. Mais qu'après, vraiment, on va dire dans la folie du match, il
Murray ne va pas penser à lui. Il va penser à Hertz, il va penser à courir, il va penser à courir, il va voir Hertz. Ouais, moi c'est surtout ça. Ouais. Il court, il passe son temps à courir, hein, il m'énerve. Donc après, peut-être qu'il va essayer de donner la balle. Mais pour l'instant, enfin pour moi, Marquis Brown, c'est pas ce genre de joueur justement qui va venir aider quand au bout de, enfin, se démarquer pendant 15 secondes, venir aider, tu vois. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est plus un truc de jeune, on va dire ça comme ça. Et pour l'instant, Dortch, j'ai l'impression qu'il remplit ce rôle. Et qu'en vraiment première ou deuxième cible, ce sera plus un tie end ou un truc assez simple et pas forcément un détracé que Marquis Brown a l'habitude de faire. Ouais, non, je suis d'accord. Et puis je pense qu'il faut garder en tête justement le fait que Hopkins revient, que Hopkins était très très vraiment peut-être justement la seule constante dans cette équipe des Cards Exactement, jusqu'à ce ouais. qu'il se blesse week 11 ou 12 la saison dernière. Et s'il revient en forme, il y a des chances que ça le redevienne. Côté, alors non, juste un dernier truc. Ce joueur, c'est Greg Dortch, le slot receiver, qui fait deux bons matchs. Et c'est à se demander si c'est le rôle qu'on promettait à Rondale Moore. On avait dit Rondale Moore Oui, va avoir ce rôle qui oui. était à Christian Kirk l'année dernière, qui est actuellement à Greg Dortch parce que Moore est blessé. J'espère quand Moore revient qu'il aura effectivement ce rôle avec ce volume, parce que je pense que lui, Ouais. par contre, ça pourrait être une bonne surprise. Et lui, c'est Et, quelqu'un que j'irai chercher peut-être sur les waivers. et Dans sur le des stash. plays un peu, tu sais, double reverse où le slot va courir avec la balle, Moore Ouais, il sera parfait là-dedans. exactement. Exactement. Donc quelqu'un à surveiller si vous avez un petit peu de place sur votre banc. On ne sait pas trop quand il reviendra, mais je pense que ça peut être vraiment. C'est encourageant de voir les Greg Dortch faire ces résultats-là dans le rôle qu'on promettait à Rondale Moore, en espérant qu'il l'ait. Côté Vegas, est-ce que tu as quelque chose à noter? Non, parce que c'était un faux match. C'était les mecs, Ouais, ils ont dominé, ils ont levé le pied à la mi-temps limite, ouais, ouais. ils ont pu toucher la balle et voilà quoi. Pour moi, c'est juste du très 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 mauvais coaching de la part des Raiders, que ce soit en attaque et en défense. Pas d'histoire. Enfin, pour moi, il n'y a pas de, on va dire, de choses à retenir côté fantasy. Ok. Broncos contre Houston. Petite victoire des Broncos sans particulièrement bien jouer, avec une blessure pour Jerry Jeudy. Qu'est-ce qu'on retient? Celui-là, c'était vraiment pas un match très Horrible. prolifique. Ouais. Ah, il était horrible. Franchement, à chaque fois qu'il le passait, il était pas en deuxième partie ce match? Si, si. Et il était horrible. Du coup, tu le voyais Ouais. beaucoup en red zone. Oh là Ouais, ouais. là. Et Russell Ouais. Wilson, quand il disait, franchement, j'ai vu tellement de mèmes. Twitter, c'est génial. Quand il disait let Russell cook et tu voyais deux saucisses Ouais, dégueulasses. tout le monde se foutait de sa gueule dans les céréales ou le machin. Même Richard Sherman s'est foutu de sa gueule Oui, c'est euh, vrai, c'est chaud. Franchement, sur ils une ont pas trop passe où respiré. il loupe le receveur Non, non, assez non. mal et il met le. Je sais pas si tu voyais, mais les supporters, ils étaient en train de péter un câble. Ils se sont fait Ouais. huer pendant 3 quarts temps, les mecs et tout. Pour l'instant, enfin, moi, je reconnais pas le Russell Wilson que j'ai vu à Seattle, même celui de l'année dernière, alors qu'il était pas forcément, Mhm. enfin, pas forcément bon. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que Sutton, c'est sa target. C'est Ouais. pour ça que je disais tout à l'heure que même dans un match aussi pourri, tu vois, Sutton ramène 13 points. Donc, je pense que logiquement, ça sera quand même un peu mieux que ce qu'ils avaient enfin, que ce qu'on est en train de voir. Je pense que vraiment Sutton va devenir une cible numéro 1 et qui a vraiment un clochette très intéressant. Par contre, je veux juste, là, peut-être au-dessus de Fantasy, dire que Denver, j'étais un peu hypé, un tout petit peu hypé. On parlait de la défense, on Ouais, parlait c'est des deux descendu ball complètement. running, etc. Là, en Ouais. fait, pour moi, c'est eux l'école. Tu sais que, Mais enfin, c'est ça. je m'attends pas à grand-chose cette année, quoi. Je regardais, tu sais, parce qu'on parlait tout à l'heure des matchs à Londres et le troisième, c'est Broncos contre Jags. Il y a 15 jours, tu aurais presque pu me dire, ouais, vas-y, Broncos Jags, j'ai trouvé un ticket, chauffe-toi, machin. J'aurais dit, ouais, grave, Broncos Jags, ça peut être marrant. Et là, aujourd'hui, je me dis, non, Broncos Jags, j'ai aucune envie d'aller voir Broncos Jags. C'est Si, clair. c'est encore tôt, hein, mais effectivement, c'est assez décevant pour le moment. Là, pour Côté, l'instant, c'est limite, c'est Jax que tu veux voir, quoi. C'est ça oui, oui, bah du coup, si qui est j'allais à ce choquant. match, c'est plus pour voir les Jags. Ouais. Ouais. Et côté Houston, le seul truc à noter, c'est que cette fois-ci, Dameon Pierce a eu le volume et pas du tout pour notre ami Rex Burkhead, qui était un des favoris des Ouais, waivers la semaine c'est dernière. clair. Donc rassurant pour le rookie, à voir si ça continue. C'est un peu bizarre parce que du coup, moi j'aurais pensé que c'était le joueur qui aurait les early downs et tout ça, et il n'a pas eu le ballon dans un match où ils étaient en tête.
et dans un match où ils sont menés, il a eu le ballon. Donc, difficile de comprendre, mais en tout cas, c'est rassurant de le voir courir 15 fois pour 70 yards. On passe au match de la nuit. Green Bay contre les Bears. Les Bears qui font pas de passe. Ils font pas de passe, les Bears. Ils ont passé le ballon 11 fois dans ce match, alors qu'ils étaient menés quasiment tout le match. D'ailleurs, là, c'est le score de la mi-temps. Je sais pas pourquoi. Je me suis trompé d'icône. Mais le score final 27-10 pour les Packers, avec un super match d'Aaron Jones, là, pour le coup. Aaron Jones qui est utilisé comme on l'espérait un peu partout et qui a vraiment détruit la défense des Bears. Quelque chose à ajouter sur le... Alors moi, oui. Vas-y, alors je vais la télé. Sonnette d'alarme, parce qu'au final, moi, je faisais partie des personnes qui étaient extrêmement high sur Mooney. Et là, je me rends compte que c'est une saison où il va rien faire du tout parce que cette équipe, elle est dirigée par le cul. Il n'y a rien qui est fait. Il n'y a vraiment rien qui est fait. Et Cole Kmet aussi, du coup. Et Cole Kmet, bien sûr. Mais les deux. Bon, ce qui est bien, c'est que là, Kmet, je l'ai vu, je crois, dans peut-être 2-3 ligues où il a été jeté. Moi, je vais aller le chercher tranquillement gratuit. Parce que je pense que quand même, en deuxième partie de saison, ça ira mieux. Si c'est pas le cas, c'est une catastrophe. Mais par contre, Mooney, là, là, c'est vraiment... Je sais pas s'il est startup, quoi. Non, et il est bon, c'est le seul receveur. Tout à l'heure, juste pour une question de volume. Pour une question de volume, aucun de ces joueurs-là n'est startable actuellement parce que les mecs, ils font pas de passe. Alors, ils ont pas eu énormément le ballon peut-être dans ce match, mais au total, Mooney, il a couru 16 routes, ce qui est vraiment rien du tout. 2 targets, un catch pour 4 yards perdus. Donc ouais, impossible à starter. Du coup, Montgomery, que j'avais mis dans mes sites 2 semaines d'affilée, il est limite startable. En fait, il fait des bons scores parce qu'il a du volume, alors que ça n'a pas de sens. Donc ouais, grosse sonnette d'alarme côté Chicago au niveau de l'offense et au niveau de ce qu'ils peuvent faire en fantasy. Par contre, côté Green Bay, rassurant après le premier match, un peu à l'image de la saison dernière. Très bon match d'Aaron Jones. AJ Dillon fait un peu moins de points fantasy, mais il est très impliqué avec 18 carries, 60 yards. Et côté receveur, il n'y a toujours pas de receveur qui sort vraiment du lot, mais le retour de Allen Lazare a fait du bien. Et on verra petit à petit, peut-être que Rodgers développe une affinité pour un de ceux-là plus qu'un autre. Mais pour le moment, ouais, les seuls startups, c'est les 2 running backs et Rodgers. Et encore Rodgers. Ouais, Rodgers, bref, ouais, à voir, mais ça devrait aller. En tout cas, en super flex, effectivement, un QB, je pense qu'il y a souvent des meilleures options. 2 matchs lundi soir, ce qui pour les Américains était cool, mais pour nous un petit peu moins. Et qui du coup a fait beaucoup d'heureux et de malheureux mardi matin en se réveillant. Parce que c'était des équipes avec beaucoup de joueurs fantasy importants, notamment Titans contre Bills, avec une très très grosse victoire des Bills et 3 touchdowns pour Stefon Diggs, qui, je crois, si je dis pas de bêtises, est notre WR1 de la saison, ou peut-être pas, mais je vais regarder ça tout de suite. T'es sûr c'est pas Mooney? Ça, c'est sûr que c'est pas Mooney. Ouais, c'est Stefon Diggs avec 61 points devant Cup et Amon-Ra St. Brown. Donc ouais, Diggs, gros début de saison avec ses 3 touchdowns. On sait qu'il avait été un peu tenu au match 1 contre les Rams, mais qu'il avait quand même eu ce gros touchdown qui avait fait son score. Là, cette fois-ci, pas du tout tenu. 12 réceptions en l'absence de Gabe Davis. 12 réceptions, 148 yards, 3 touchdowns. Il a littéralement torché à lui tout seul la défense des Titans. Et toi qui as pas mal de Bills dans une des ligues où on est ensemble, tu as justement Gabe Davis, tu as aussi Mackenzie, tu avais je crois Dawson Knox et Diggs. Et Diggs du coup, heureusement. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as l'impression que Diggs se dirige vers une saison où il domine les targets avec Gabe Davis qui aura des touchdowns sur un volume limité, comme on a vu un petit peu au premier match, ou est-ce que tu penses qu'ils vont petit à petit faire manger un peu tout le monde? Non, je pense que non, c'est dur. On en avait déjà parlé week 1 et c'est un peu confirmé ce qu'on avait dit week 1. C'est un peu une grosse offense à la Kansas où tout le monde va manger et surtout un qui va beaucoup plus manger sur un match.
Ouais. Donc oui, Diggs, ce sera sûrement ce gars-là. Mais par exemple, tu me dis à parier qui sera le WR2 sur chaque match, je pense pas que tu puisses savoir. Peut-être Gabe Davis parce qu'il y a du TD, mais si tu enlèves le TD, je pense que McKenzie peut être là, Knox aussi. Ouais. Enfin, c'est Crowder Ouais, ça va aussi, être donc je me dis, enfin, Jameson Crowder. Là, il y a tant qu'il gagne et qu'il mette 50 points Jake d'écart. Kumerow qui a joué le rôle de Gabe Davis. Singletary qui est un petit peu impliqué dans le jeu de passe aussi. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'ils ont une belle équipe. Ils ont une équipe où ils veulent aller loin. Ils vont utiliser un peu tout le monde autant qu'ils peuvent. Et du coup, en fantasy, ça va être un petit peu frustrant de savoir qui va avoir le volume. On a tiré la sonnette d'alarme pour les Bears. Est-ce qu'on la tire aussi pour les Titans qui sont 0 et 2 et qui arrivent à rien offensivement et qui ont fait d'ailleurs jouer Malik Willis dans ce match? Peut-être pas, non. Après, ils ont fait jouer Mike Willis puisqu'il y avait 50 points d'écart, donc il y a un peu de sens aussi. Par contre, je pense qu'ils ont eu 2 matchs. Le premier match, je me souviens plus contre qui ils ont joué, mais je pense pas que c'était un match facile. Bah, les Giants, c'était un match très, très compliqué pour eux. Non, mais pour le coup, enfin, pour le coup, c'est un match, premier match de la saison, je pense que les Giants, toi, t'as pas envie de les jouer, tu vois, ils vont peut-être te marquer 14 points, mais tu vas en marquer 10. Donc C'est ça. pour l'instant, je pense qu'il leur faut un peu de temps parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Henry, je sens peut-être un peu moins bon et je pense que c'est aussi Bah dû là, au c'est compliqué. un petit 13 changement de carries pour but. 25 yards. On n'a pas été habitué à ces stats-là. Ça fait quoi? Ça fait du 2 yards par carry, même pas. Il Ouais, est mais la ligne sauvé à offensive, peu près enfin, par son touchdown. la ligne offensive est vraiment moins bonne Bah, c'est ça. que l'année dernière et en fait, lui déjà est moins bon, enfin est moins bon et plus fragile et qu'en plus la ligne offensive est moins bonne et tu as perdu ton receveur numéro 1, ça fait que pour l'instant Henry, je suis pas étonné qu'il galère un peu quoi. Ouais. Mais je pense que ça ira mieux. Et ben cette semaine, on va regarder le calendrier dans une minute, mais il va y avoir un match intéressant entre les Raiders et les Titans, qui sont tous les deux 0-2. Une de ces deux équipes va se retrouver 0 et 3. Et ça va être compliqué de revenir après ça. Dernier match du coup de la semaine entre les Eagles et les Vikings. On a eu le Kirk Cousins de primetime. J'ai vu qu'il avait, si je dis pas de bêtises, un truc du style 28 défaites et 2 victoires en primetime. Un truc dans le genre. Mais Je sais ouais, pas, des mais je stats crois que sa vraiment fiche c'est affreuses. 162, un truc comme ça. Genre il est vraiment à Ouais, il est 50%. pile, il est pile à 50%, mais sauf qu'en prime time, c'est complètement l'inverse. Et donc ouais, bah là ça a été encore le cas. Très mauvais match des Vikings après leur excellent premier match et du coup ça a affecté toute l'offense. Personne n'a surnager, sauf peut-être Irv Smith qui revient et qui avait été droppé peut-être après son premier match où il avait fait 0. Un petit peu plus rassurant le Titan. Mais moi, j'espérais beaucoup de cette offense à la passe avec Justin Jefferson, Adam Thielen et KJ Osborne dans le rôle du troisième receveur, un peu à la Van Jefferson l'année dernière pour les Rams. Pour le moment, c'est pas du tout le cas et ça génère pas assez d'offense pour être utilisable en fantasy. Côté Eagles, par contre, gros match, hein, un très bon Jalen Hurts encore une fois, touchdown à la passe, touchdown au sol. Quez Watkins qui crame un défenseur sur un touchdown. Je sais pas, c'est toi qui en parlais? Non, c'est quelqu'un du front office qui en parlait sur cette action. Défenseur qui se fait bouffer. Mais ouais, globalement, Devonta Smith qui rassure, hein, cette réception pour 80 yards après son premier match à 0. Et une offense un petit peu mieux équilibrée, je trouve, dans ce match, entre toutes les différentes armes. Qu'est-ce que tu penses, toi, du volume de chacun? Bah écoute, je suis content de voir Sanders avec 17 carries, de la réception, sans TD un peu comme d'habitude à part week 1. Mais j'ai l'impression, enfin, fallait compter Philly dans les grosses équipes cette année, c'est le cas. Donc je suis content et je suis aussi content pour Hurts. Donc à voir ce que ça va donner. Donc juste en fantasy, là pour moi c'est peut-être, à part peut-être la partie running back où je pense que la vraie hiérarchie c'est Sanders et peut-être un des deux autres connards qui va prendre, qui va prendre la goal line pour marquer un TD. Mais sinon, réception, tu vois, je pense que si c'était un match plus équilibré, bah, il aurait targeté Brown Ouais. et moins Smith, mais je pense que là c'est aussi un peu le match parfait pour, 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 pour donner la balle à plusieurs personnes. Pour Ouais, distribuer. effectivement, même Zach Pascal était présent sur le terrain, a couru pas mal de routes.
Donc non, ouais, un bon match. Du coup, ouais, le bonheur de Miles Sanders fait un peu le malheur de Kenneth Gainwell, qui pour le moment n'est pas trop utilisé. Mais à voir si c'est quelqu'un qui se fait dropper justement. Ou est-ce que s'il est droppé, est-ce que tu le rajoutes pour sa value de handcuff, ou est-ce que tu n'es même pas sûr si ça sera lui ou Boston Scott qui aurait le rôle? Je pense que s'il est dispo sur le waiver et que j'ai Sanders, je le prends. Parce qu'on sait que Sanders, quelque part, il est quand même relativement fragile. Je préfère quand même avoir du backup. Ouais. Et 100% d'accord avec Fantasy Football. Au final, tu vois, ça fait un peu partie des équipes très bien coachées. On parle de Miami. Et je pense que tu peux mettre Philly dans le même moule. Et juste un point, parce que là, je vois que dans ma tête, Cousins avait un score négatif. C'est parce que c'était le scoring de notre dynastie Oui, qui m'a fait oui. perdre un match de 1 point et lui, il m'a fait moins 1,5. Exact. Parce que à cause du 27/46, dans notre dynastie, on compte un peu l'efficacité du QB. Donc un 27/46, ça fait très mal par rapport au 26/31 de Hurts. Ouais. Et c'est ça qui 2 ou t'a 3 t'a donné. interceptions. Ouais, c'est ce qui t'a donné le score négatif. Ouais. Ouais. Et ben voilà, donc ça on a fait le tour de week 2. Qu'est-ce qui nous attend week 3? Ça commence demain soir par un Steelers Browns. Est-ce que tu as pris ton vendredi cette fois, ou tu Alors, dors tranquillement? je l'ai pris, mais je pense que je vais. Parce qu'au final, je sais que le premier carton, il va m'endormir. Ouais. Même si je Donc du serai coup, à tu 400%. dors et tu te réveilles à 3 heures du mat pour voir la fin de la deuxième mi-temps? Ouais, bah, je vais me rendormir directement. Moi, ce qui est bien, c'est que je vais mettre, tu sais, en plus en fond comme ça, je vais bien dormir, c'est sûr et certain. Mais franchement, je pense que ça va être un match extrêmement sale, pas beaucoup de points. Ouais. Division, on déteste les Browns, donc ça va être. Ils nous détestent aussi, donc ça va être sympa. Mais je pense pas que ça va être un beau match, quoi. Non, c'est clair. Non, Match, ouais, et- pas une belle affiche comme la semaine dernière. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? non, je dis juste que je pense qu'on va gagner. Ouais, alors ouais, ça va être intéressant en tout cas, parce que si les Browns perdent à domicile contre cette équipe des Steelers, ça va être complexe. Brissett contre Trubisky, comme c'est sûr que c'est pas le Mahomes contre Herbert de la semaine dernière. C'est Euh, clair. donc ensuite, j'ai l'impression, d'après ce calendrier, que en France, c'est encore les Chiefs sur la chaîne L'équipe. Ah non, je dis une bêtise, c'était les Buccaneers. Donc Chiefs Colts sur l'équipe, pour ceux qui regardent en clair. Et Moi, sinon, je qu'est-ce qu'il y m'attends a à comme rêver belle des affiche? Colts, hein. Bills Dolphins à 19h. Bills Dolphins, ça c'est peut-être le match le plus important à suivre à 19h. Deux équipes. Est-ce qu'elles sont toutes les deux invaincues? Oui, elles sont toutes les deux Oui. invaincues. Et en plus, bah, c'est deux belles équipes. Ouais. On a vu. À mon avis, les Dolphins se font démonter. Mais on ne sait jamais à domicile. Et avec la confiance qu'ils ont accumulée contre les Ravens, peut-être. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Match de division Eagles Commanders, qui peut être marrant. Et deuxième partie de soirée, Rams Cardinals, ça peut être intéressant, parce que justement les Cardinals qui ont besoin d'accumuler un peu de confiance, les Rams aussi, toutes deux équipes qui sont 1 et 1, si je dis pas de bêtises. Match de division assez important pour les playoffs. Et ensuite, Packers Buccaneers, même s'il risque de manquer pas mal de monde côté Buccaneers. Et Brady contre Rodgers, c'est pas forcément le Brady contre Rodgers d'il y a 5 ans. Ah, ce qui va être Ça bien, c'est reste, que ça va ça être reste une belle deux des affiche. meilleurs quarterbacks de l'histoire sans aucun receveur valable. Ouais, exactement. Euh, Donc ouais, quelques matchs intéressants. Moi, j'en ai parlé tout à l'heure, mais les Bengals contre les Jets, j'attends un gros rebond de la part des Bengals, et en même temps, j'ai envie de voir les Jets continuer à s'améliorer offensivement, et donc ça va être un match qui m'amuse, et j'espère qu'il va être très offensif. Quoi d'autre? Saints Panthers, je veux voir McCaffrey être un peu plus impliqué, et, et voilà. Après Lyon Vikings, ça peut être marrant aussi pour un match de division avec deux offenses qui qui joue pas mal. Niners Broncos en Sunday Night Football, et Cowboys Giants en Monday Night Football. Peut-être un peu moins de surprises dans vos matchs fantasy pour les deux derniers matchs, mais en tout cas, ça va être des belles affiches quand même, logiquement. Et j'attends que les Broncos fassent beaucoup mieux que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Parce que c'est vraiment, on va en Normalement, c'est parler. pas très difficile de faire mieux. Non, ça va pas être difficile, mais
On espère. Et du coup, tu dis potentiel que Dak Prescott soit de retour dès Ouais, j'avais vu lundi ça, ouais. soir contre les Giants. Alors ça va être quelque chose à suivre. Du coup, par contre, ouais, si on n'a pas de news avant dimanche, Oui, prenez ça va notre être QB. difficile de prendre des décisions. Putain, mais franchement, je paierais pour avoir les médecins des US. Le mec, ils avaient dit saison. Le lendemain, ils ont dit 8 semaines. Et là, ils ont Surtout dit avec une une semaine. fracture, parce qu'une une fracture du pouce sur ta main qui lance, il faut bien que tu puisses attraper le ballon, tu vois. Et une fracture, c'est une fracture. Autant des trucs musculaires, je veux bien, des antidouleurs, des machins, mais une fracture, c'est minimum 4 semaines. Je vois pas comment ça peut en prendre 2. Et pareil pour Trey Lance, d'ailleurs, j'ai lu aujourd'hui que selon le type de fracture, machin, ils n'étaient pas encore sûrs que sa saison était absolument terminée. Et il était possible qu'il revienne avant la fin. Donc, j'y crois pas spécialement. Mais si vous l'avez pas encore droppé, si vous avez une place d'hier, peut-être, attendez, mettez Trey Lance sur l'hier en attendant d'en savoir plus. C'est vrai que là, récemment, entre les déchirures de tendons d'Achille où les mecs reviennent en playoff et des trucs comme ça, c'est assez incroyable. Et ben voilà, sur ce, Aptine, j'allais te souhaiter une bonne semaine de fantasy, mais je te souhaite pas une bonne semaine de fantasy parce que tu joues contre moi dans la Ligue des légendes. C'est le duel fratricide chaque année. C'est cette semaine. Et donc voilà, ça va être intéressant de voir. Heureusement qu'on a gagné nos matchs parce que ça m'aurait fait mal que l'un de nous puisse se retrouver 0-3 dans cette ligue pour la saison inaugurale. Putain, on est les Raiders et les Titans. Mais tu l'as toi-même noté, hein, on n'a pas de chance. Je sais pas si on peut le voir je sais pas si vous arrivez à lire sur ce classement, mais toi et moi, on est les seuls à avoir pris plus de 300 points. Et on n'a pas pris juste plus de 300 points, on a pris plus de 330 tous les deux en 2 matchs. Donc on a joué 2 équipes en très grande forme. Et je trouve qu'on devrait être satisfait de se retrouver 1 et 1. Et encore en contention malgré ça. Et du coup, C'est bien, c'est une bonne ligue, il y a du niveau. Parce qu'on il y a du bon niveau, c'est super équilibré et ça va chier. Ça va chier. Sur ce, je te souhaite quand même une bonne semaine de fantasy, pas contre moi, mais dans tes autres matchs. Et à tout le monde, prochain rendez-vous, Start Seed vendredi, la newsletter vendredi, le before de Clément, samedi ou dimanche. Et comme d'habitude, hein, les blessures, etc. Suivez-nous sur Twitter, partout, sur Instagram, pour avoir les dernières infos. Et on vous Et dit. les carrés, arrêtez de nous suivre, là. Vous avez 1 milliard d'analystes, allez leur parler. C'est clair, ouais. Demandez-leur vos questions start-it. On ne sait pas, c'est mercredi, c'est trop tôt pour savoir les start-it. On verra. Allez, bonne semaine à tous. Ciao, ciao.